Au cœur des sables éternels repose un secret que nul ne devait découvrir. Des pierres marquées par un savoir interdit. Et aujourd'hui, cet héritage se révèle à ceux qui osent voir. Le vent se lève sur la plaine silencieuse. Les pierres, immobiles, depuis des millénaires, semblent frissonner sous la lumière pâle du matin. La voix du passé résonne encore, portée par un écho que nous pensions avoir dissipé. Mais rien n'est terminé. Au contraire, tout commence ici. Nous avons suivi les traces d'une civilisation effacée des mémoires. Nous avons observé les ombres des pyramides, écouté les murmures des mythes, confronté les légendes aux vestiges. Nous avons cru approcher la vérité. Pourtant, à l'instant même où le voile semblait se lever, une autre réalité s'est imposée, plus vaste, plus ancienne, plus dérangeante encore. Car au cœur de chaque pierre gravée, derrière chaque symbole, se cache une autre énigme. Une énigme que les siècles ont dissimulée avec une précision méthodique. Les traces de cette vérité ne sont pas visibles aux yeux de tous. Elles ne se trouvent pas dans les musées ni dans les manuels. Elles se transmettent dans l'ombre, de main en main, comme un feu que l'on protège du vent. Certains l'appellent l'héritage interdit, un savoir si ancien que nul ne peut en dater l'origine. Un savoir si puissant que ceux qui en ont gardé la mémoire ont juré de le préserver. Mais préserver ne signifie pas révéler. Cela signifie, au contraire, dissimuler, cacher aux foules ce que seules quelques lignées choisies peuvent comprendre. Aujourd'hui, nous allons franchir la porte que tant ont voulu maintenir fermée. Nous allons suivre les indices, écouter les récits, déchiffrer les archives. Nous allons remonter la piste invisible que la plupart ignorent. Et peut-être découvrirons-nous pourquoi ce savoir ne devait pas tomber entre toutes les mains. Car l'héritage interdit n'est pas seulement une relique du passé, il est une clé que certains utilisent encore dans le secret le plus absolu. Et cette clé ouvre des portes que notre monde moderne préfère croire inexistantes. Tout commence avec un fragment de parchemin, jauni par le temps, découvert dans une bibliothèque, oubliée, au cœur d'un monastère isolé. Le texte, à peine lisible, semble recopier un document bien plus ancien encore. Les lettres sont tracées d'une main hésitante, comme si le copiste lui-même ne comprenait pas la langue qu'il transcrivait. Il y est question d'un peuple venu avant le premier lever du soleil, d'un savoir façonné dans la pierre et la lumière, et d'une promesse scellée pour l'éternité. Ces fragments n'apparaissent jamais seuls. On les retrouve par éclats, au détour d'un symbole gravé sur un pilier oublié, d'un manuscrit resté dans les archives poussiéreuses d'une université, d'un conte populaire transmis sans que l'on en comprenne le sens. Pris séparément, ces éléments semblent sans importance. Mis bout à bout, ils dessinent la trame d'un récit bien plus vaste. Parmi ces traces, un glyphe revient avec insistance. Une spirale inscrite dans un carré, elle-même encadrée par 2 lignes parallèles. On la retrouve dans les gravures précolombiennes, sur les fresques égyptiennes, et jusque dans des manuscrits enluminés du Moyen-Âge. Les archéologues y voient un simple motif décoratif. Pourtant, dans certaines traditions orales, cette spirale enfermée dans un cadre est décrite comme la représentation d'un savoir contenu, protégé, prisonnier. D'autres indices émergent dans des langues aujourd'hui éteintes, des mots qui semblent désigner des lieux, mais qui, une fois traduits,
se rapproche davantage de notions abstraites comme l'origine ou la source première. Des récits parlent de cavernes où reposeraient des objets que personne n'a jamais décrits clairement, mais dont la seule évocation suscite la crainte. Des objets qui, selon les anciens, permettraient de comprendre le langage des pierres et le mouvement des étoiles. Ces fragments sont éparpillés sur tous les continents. On en trouve dans les mythes aborigènes d'Australie, dans les chants sacrés de Polynésie, dans les rites chamaniques de Sibérie. Partout, l'histoire semble différente, mais le noyau reste identique. Une connaissance ancienne, transmise par une civilisation disparue, et cachée au cœur même des cultures qui l'ont reçue. Pour l'œil moderne, ce ne sont que des coïncidences. Pour celui qui sait regarder, c'est un fil rouge qui traverse les âges. Un fil que l'on peut suivre, à condition d'en comprendre les codes. Et ces codes, eux aussi, sont dissimulés, souvent à l'intérieur d'ouvrages qui n'ont jamais été destinés au grand public, car l'héritage interdit ne s'expose pas en plein jour. Il se fragmente, il se disperse, il se camoufle dans la forme la plus anodine. Il se cache dans les marges d'un livre, dans une chanson transmise aux enfants, dans un relief effacé par le sable. Et seuls ceux qui en possèdent déjà une partie peuvent reconnaître les autres morceaux. Le premier pas pour comprendre cet héritage est donc de rassembler ces fragments. Et plus on les rassemble, plus une image se dessine. Une image que certains redoutent, car elle ne montre pas seulement ce que nous avons oublié. Elle révèle aussi ce que nous n'aurions peut-être jamais dû savoir. Les fragments ne se déplacent pas seuls. Depuis les premiers temps, ils voyagent avec des hommes et des femmes qui portent en eux la responsabilité de les protéger. Ces porteurs ne sont pas des érudits ordinaires. Ils ne se choisissent pas, ils se reconnaissent. Leur existence n'apparaît dans aucun registre officiel, mais leurs traces se devinent, éparses, dans les marges de l'histoire. Certains étaient prêtres dans des temples oubliés, parlant une langue que plus personne ne comprend aujourd'hui. D'autres, marchands, voyageurs, moines, médecins ou artisans, tous avaient un rôle commun, faire passer le savoir d'une génération à l'autre, sans jamais le laisser tomber entre de mauvaises mains, car l'héritage interdit n'est pas seulement une suite de connaissances, c'est aussi un pouvoir. Et comme tout pouvoir, il attire ceux qui cherchent à le dominer. Les routes qu'ils empruntaient ne figuraient sur aucune carte. Elles passaient par des vallées cachées, des passages de montagnes connus seulement de quelques familles, des tunnels creusés dans la roche et oubliés de tous. Parfois je sauvais l'acheter. Le voyage prenait des années. Un manuscrit pouvait mettre plusieurs siècles à parcourir quelques centaines de kilomètres, changeant de langue, de forme, de support. Il devenait un chant, un symbole gravé sur un bijou, un motif tissé dans un vêtement. Ceux qui portaient ces fragments vivaient souvent dans la dissimulation. Ils se fondaient dans la foule, adoptant les coutumes du pays traversé, échangeant leur nom pour un autre. Ils laissaient derrière eux des signes presque invisibles, à peine perceptibles pour qui ne savait pas où regarder. Une pierre disposée d'une certaine façon sur un chemin, une étoile gravée dans le bois d'une porte, une prière murmurée dans une langue que l'on croyait disparue. À travers les siècles, ces routes formaient un réseau silencieux, reliant des lieux sacrés, des temples abandonnés, des grottes profondes, des hôtels naturels, où la lumière du soleil ou de la lune venait frapper une pierre précise à une date unique dans l'année. Chaque étape de ce réseau servait de relais. On y déposait un objet, on y prenait un autre, on échangeait des mots.
qui n'était jamais écrit. Il y eut des pertes, des fragments détruits par les guerres, les incendies, les pillages, mais toujours, une partie survivait, protégée par ceux qui comprenaient que sa valeur dépassait celle de l'or ou des joyaux. Les porteurs de savoir étaient prêts à tout sacrifier pour le préserver, et parfois, ils le cachaient si bien qu'il disparaissait pour des siècles, avant d'être retrouvé par un autre initié. Les archives officielles ignorent ces histoires. Elles parlent de routes commerciales, de migration, de conquête, mais dans l'ombre de ces mouvements visibles, un autre voyage avait lieu, celui d'un héritage qui devait rester entier, même morcelé, même enfoui. Et aujourd'hui encore, certaines de ces routes existent. Elles ne figurent pas sur les cartes modernes, mais elles continuent de relier entre eux les lieux de pouvoir anciens. Leur tracé n'est connu que d'une poignée d'hommes et de femmes qui perpétuent la mission. Certains sont discrets, d'autres se font passer pour de simples passionnés d'histoire ou de chercheurs indépendants, mais tous savent que leur tâche est vitale, car celui qui reconstitue l'héritage interdit détient plus qu'un secret ancien. Il détient une vérité capable de changer notre compréhension du monde. Et c'est pour cela que la route des initiés reste, encore aujourd'hui, jalonnée de silence et de danger. Il existe des hommes et des femmes qui ne cherchent pas à détenir l'héritage interdit, mais qui en connaissent l'existence. Ils ne sont pas toujours porteurs des fragments, mais ils savent qu'ils existent et ils veillent à ce que nul ne trouble leur repos. Ces figures se tiennent dans l'ombre, observant le monde avec une attention que rien ne semble distraire. On les appelle parfois les gardiens, parfois les sentinelles, parfois simplement ceux qui savent. Certains vivent au milieu de nous, sans que nous puissions les distinguer de la foule. Ils exercent des métiers ordinaires. Ils sourient dans les rues. Ils paraissent mener une vie semblable à la nôtre. Mais dans leur regard, il y a une distance, comme s'ils savaient que tout ce que nous voyons n'est qu'une surface, et que sous cette surface se joue une autre histoire. D'autres se tiennent à l'écre dans des lieux retirés. On les retrouve dans les monastères isolés, dans les villages perchés sur les flancs des montagnes, dans les maisons aux murs épais que les tempêtes n'atteignent pas. Ils parlent peu, mais leurs mots sont choisis avec soin. Leur silence n'est pas vide, il est chargé de sens. Chaque phrase semble porter une couche invisible, un écho qui ne se révèle qu'à ceux qui écoutent vraiment. Ces témoins ne livrent jamais ce qu'ils savent à un étranger. Ils observent, ils évaluent, et parfois, ils posent une question anodine. Une question dont la réponse, sans que l'on s'en doute, détermine si l'on est digne de recevoir un fragment du savoir. Ils ne donnent jamais de second essai. Si la réponse n'est pas l'attendue, la conversation se termine et l'opportunité disparaît à jamais. Certains témoignages évoquent des rencontres troublantes, des voyageurs qui, après des jours de marche, atteignent un sanctuaire oublié et y trouvent un vieil homme qui semble les attendre, ou une femme âgée, vivant seule dans une maison isolée, qui parle d'événements passés comme si elle les avait vus de ses propres yeux, alors qu'ils se sont produits des siècles auparavant. Ces récits sont rares, souvent rejetés comme de simples légendes, mais ils reviennent toujours avec les mêmes détails. Il existe aussi des témoins invisibles, des personnes que nous croisons sans leur adresser un mot, mais qui, de loin, suivent nos pas. Ils apparaissent dans les gares, sur les marchés, dans les ruelles désertes. Ils ne s'approchent pas, ils ne parlent pas, ils se contentent d'observer et parfois d'écrire quelque chose dans un carnet avant de disparaître dans la foule.
Tous partagent une mission commune, empêcher que l'héritage ne tombe aux mains de ceux qui voudraient l'utiliser pour dominer plutôt que pour comprendre. Il ne protège pas seulement un savoir, il protège l'équilibre fragile qui sépare le monde tel que nous le connaissons d'un monde qui nous est interdit. Et si ces témoins sont restés silencieux pendant si longtemps, ce n'est pas par peur, c'est parce qu'ils savent que chaque mot prononcé trop tôt, chaque vérité révélée trop vite, peut déclencher des conséquences irréversibles. Pour eux, le silence est une arme plus puissante que la parole. Ceux qui parlent de l'héritage interdit se concentrent souvent sur ce qu'il contient, des formules, des connaissances, des secrets d'architecture ou d'astronomie, des cartes de lieux oubliés. Mais ils oublient que cet héritage n'est pas seulement un coffre rempli de trésors, il est aussi un mécanisme. Et comme tout mécanisme, il possède une clé et un verrou. La clé n'est pas un objet unique, elle n'est pas faite de métal ou de pierre. Elle est une combinaison de savoirs, de gestes et de signes que seule une poignée d'initiés peut comprendre. Pour déverrouiller l'héritage, il ne suffit pas de posséder les fragments. Il faut savoir les assembler dans un ordre précis et comprendre ce que chaque pièce signifie réellement. Le verrou, lui, est plus subtil encore. Il n'empêche pas de trouver les fragments, il empêche de les comprendre. Il est fait de symboles dissimulés, de phrases volontairement ambiguës, de faux indices destinés à détourner les curieux. Il repose aussi sur une vérité simple. La plupart des esprits ne sont pas prêts à recevoir ce savoir. Sans préparation, il se transforme en chaos. Et ce chaos peut détruire plus vite qu'il ne révèle. Certains manuscrits anciens parlent d'un cycle où, tous les quelques millénaires, l'héritage est révélé à une civilisation. Parfois, il la propulse vers un âge d'or. Parfois, il la précipite vers sa chute. Tout dépend de ceux qui détiennent la clé au moment où le verrou cède. Les gardiens le savent. Ils savent qu'il ne suffit pas de protéger les fragments. Il faut aussi protéger l'esprit de ceux qui pourraient les trouver. C'est pourquoi ils placent des épreuves, des obstacles, des leurres. Ceux qui ne voient que la gloire ou la richesse se perdent en route. Ceux qui persévèrent par soif de comprendre et non par ambition finissent par entrevoir la vérité. Le plus troublant est que certains indices laissent penser que le verrou pourrait s'ouvrir bientôt. Des alignements célestes rares, identiques à ceux qui auraient marqué les révélations passées, se profilent à l'horizon. Des fragments oubliés depuis des siècles refont surface, presque simultanément, sur différents continents. Des signes que les initiés reconnaissent immédiatement. Si le verrou cède au mauvais moment, ou entre les mains de ceux qui cherchent à s'en servir, les conséquences pourrait dépasser tout ce que notre monde moderne peut imaginer. Mais si la clé est utilisée avec discernement, elle pourrait révéler une vérité capable de transformer notre compréhension de l'univers. C'est là que se trouve tout le dilemme. L'héritage interdit n'est ni bon ni mauvais. Il est ce que nous en faisons. Et le choix, un jour prochain, pourrait revenir à l'un d'entre nous. Le silence retombe sur les pierres. Les fragments sont là, éparpillés à travers le monde, comme les éclats d'un miroir brisé. La clé existe, le verrou aussi, et quelque part, entre ces deux extrêmes, un équilibre fragile se maintient. Nous avons suivi la piste invisible. Nous avons entrevu les gardiens, senti le poids du secret. Nous avons compris que cet héritage n'est pas seulement une mémoire du passé, mais une force toujours active, un courant souterrain
qui continue de modeler notre histoire. Pourtant, quelque chose se prépare. Des signes apparaissent, discrets mais persistants. Un alignement d'étoiles qui ne devait pas se reproduire avant de nombreux siècles. Des structures anciennes qui, sous la lumière d'un certain jour, révèlent des motifs inconnus, des cartes maritimes oubliées qui semblent pointer vers des terres effacées des globes modernes. Plus inquiétant encore, certains gardiens quittent leur poste. Des sanctuaires jadis inaccessibles s'ouvrent soudain à ceux qui cherchent, comme si le verrou, lentement, commençait déjà à céder. Mais pourquoi, maintenant? Et surtout, qui ou quoi se tient derrière cette ouverture? Les réponses, peut-être, ne se trouvent pas uniquement sur notre planète, car certains fragments ne représentent pas des lieux terrestres. Ils dessinent des constellations. Ils tracent des cartes du ciel que nos ancêtres ne pouvaient connaître. Sauf si quelqu'un les leur avait montrés, l'héritage interdit pourrait bien n'être qu'une partie d'un puzzle plus vaste, un puzzle dont les autres pièces se trouvent au-delà de notre monde. Et si nous voulons comprendre qui furent les premiers porteurs de ce savoir, il nous faudra lever les yeux vers les étoiles. Ce n'est pas une théorie, c'est une hypothèse perdue.